Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Barbara Kubica et je suis la coordinatrice des programmes de langue officielle en éducation, aussi appelée PLOE. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Diane Baudry. Elle est gestionnaire à la direction des services en français et elle sera présente avec nous pour offrir son soutien tout au long du webinaire. Il y aura des occasions de poser des questions pendant la présentation ou vous pouvez bien sûr également les inscrire dans le clavardage. Cette rencontre sera aussi enregistrée et publiée sur notre site Web dans les prochains jours. Donc, cette séance a pour but de passer en revue les changements apportés au programme de langue officielle en éducation dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau protocole. Elle porte spécifiquement sur l'éducation francophone en milieu minoritaire et se déroule donc en français. Le webinaire portant sur l'enseignement du français langue seconde, c'est-à-dire les programmes d'immersion française et de français langue seconde, a eu lieu en octobre 2024. L'enregistrement est disponible sur notre site Web sous la section Fonds réguliers du PLOE. Aujourd'hui, nous aborderons les points suivants. Un aperçu du financement et de sa répartition dans le cadre du nouveau protocole, un aperçu des initiatives du plan d'action, et enfin, les exigences en matière de rapport et les échéanciers tout au long du nouveau protocole. Tout d'abord, nous allons aborder la manière dont le financement est réparti au niveau du protocole, c'est-à-dire à l'échelle pan-canadienne, ainsi que ce que cela représente pour l'Alberta. Dans le cadre du protocole précédent, nous avions le financement régulier, les fonds supplémentaires pour l'enseignement dans la langue de la minorité et les fonds supplémentaires pour l'enseignement dans la langue seconde. Ces trois enveloppes étaient regroupées dans le tableau de répartition des allocations qui est disponible sur notre site Web. Il existait également des appels à propositions pour des projets qui étaient liés au recrutement et rétention des enseignants, à l'infrastructure éducative communautaire pour l'éducation en langue minoritaire et aux projets complémentaires. Les projets complémentaires sont ceux qui répondaient et répondent encore à un besoin émergent non couvert par les autres enveloppes. Maintenant, dans le cadre du nouveau protocole, nous disposons toujours du financement régulier ainsi que des fonds supplémentaires pour l'enseignement dans la langue de la minorité. Maintenant, ce que le gouvernement fédéral a fait ici, c'est qu'au lieu de lancer des appels de propositions pour des projets de recrutement et rétention des enseignants, il a plutôt intégré ce financement directement dans l'enveloppe du protocole. Ainsi, les éléments que vous voyez en gras sont maintenant regroupés dans le tableau de répartition des allocations qui est disponible sur notre site Web. Pour ce qui est des appels de propositions pour des projets, le plus récent appel de proposition pour les fonds supplémentaires concernait les demandes pour les projets complémentaires. Nous prévoyons que le lancement du prochain appel de proposition pour les projets d'infrastructure aura lieu cet été. Normalement, nous envoyons un courriel de la sous-ministre adjointe aux parties prenantes pour les aviser du lancement de l'appel. L'augmentation du nombre d'enveloppes de financement s'est traduite par une hausse de financement globale qui sera versée à l'Alberta au cours de la prochaine période de validité du protocole. Depuis l'année 2023-2024, une légère augmentation est observée pour cette année, 2024-2025, ainsi que pour les 3 années suivantes du protocole. Comme vous pouvez le voir, le financement demeure relativement stable tout au long du protocole, qui s'étend sur une période de 4 ans. Le montant de plus de 24 800 000 $ représente l'ensemble du financement reçu par l'Alberta. Cela inclut les fonds destinés à l'éducation de la maternelle à la 12e année, ainsi qu'à l'enseignement postsecondaire, lesquels sont ensuite repartis entre l'éducation francophone en milieu minoritaire et l'enseignement du français langue seconde. Cet organigramme, qui est aussi disponible sur notre site Web, donne un aperçu de la répartition du financement fédéral pour chaque année scolaire. Le montant de plus de 24 800 000 $, donc ici vous le voyez en haut, est d'abord réparti entre Alberta Education and Childcare et Advanced Education. Ensuite, chaque ministère répartit ses fonds entre l'éducation francophone en milieu minoritaire,
donc ici, et l'enseignement du français langue seconde. Vous remarquerez que nous avons maintenu une répartition équitable du financement de base, donc c'est ici, voilà, à raison de 50% chacun entre les deux volets linguistiques, comme c'était le cas dans le protocole précédent. Quant au financement additionnel, lui, il est calculé au niveau fédéral. Ce montant a été négocié entre les provinces et les territoires pour attribuer conformément aux modalités du protocole. En descendant l'organigramme, c'est le montant de plus de 7 300 000 $ qui est attribué aux autorités scolaires francophones. Les directions générales des 4 autorités scolaires francophones se sont entendues sur sa répartition. De plus, 55 000 $ sont alloués au programme de bourse individuelle pour les enseignants, un programme qui est très apprécié par les enseignants francophones. Maintenant, avant de passer aux initiatives du plan d'action et de discuter des façons dont les autorités scolaires peuvent utiliser leurs fonds, avez-vous des questions? Donc, nous avons abordé la question du financement, c'est-à-dire combien de fonds sont disponibles, et cette section porte maintenant sur la manière dont ces fonds peuvent être utilisés. Donc, dans l'élaboration du nouveau plan d'action, notre objectif était de nous assurer d'y inclure les priorités identifiées par les 4 autorités scolaires francophones, tout en présentant un plan d'action simplifié et rationalisé qui facilite la planification, la mise en œuvre et bien sûr la production de rapports par les autorités scolaires. Dans le protocole précédent, comme vous vous en souvenez, il y avait des axes d'intervention. Une des modifications les plus importantes dans le nouveau protocole, c'est qu'il n'y a plus d'axes d'intervention. Vous vous souviendrez que dans le passé, il y avait 6 axes d'intervention sur lesquels les initiatives étaient organisées. Les autorités scolaires devaient aussi assurer le financement de contrepartie pour tous les fonds du PLOE alloués à chaque initiative. Désormais, au lieu des axes, le nouveau protocole adopte l'usage de paliers. Le palier de préscolaire, primaire et secondaire, le palier du postsecondaire et finalement le palier du personnel éducatif. Dans le cadre du nouveau protocole, les initiatives relatives à l'éducation MA12 seront classées soit sous le palier préscolaire, primaire et secondaire, soit sous le palier du personnel éducatif. Les autorités scolaires devront assurer le financement de contrepartie pour tout le financement PLOE alloué à chaque palier et non à chaque initiative. Au fil des années, nous avons aussi constaté qu'il y avait un chevauchement entre certaines initiatives et que certaines activités pouvaient parfois s'inscrire sous plusieurs d'entre elles. Dans le plan d'action précédent, il y avait 14 initiatives MA12 en français langue de la minorité. Pour le nouveau plan d'action, les autorités scolaires ont consolidé ces initiatives. Il y a maintenant 7 initiatives MA12 en français langue de la minorité. Cela ne signifie pas que certaines activités ne sont plus admissibles, mais plutôt que la portée de chaque initiative est désormais plus large. Il existe également une distinction beaucoup plus claire entre les initiatives et les activités qui leur sont associées. L'objectif est de vous faciliter la tâche lorsqu'il s'agit d'allouer le financement à des initiatives précises. Donc, voici un aperçu des initiatives MA12 en français langue de la minorité. Sous le palier préscolaire, primaire et secondaire, nous avons maintenant la promotion et vitalité de l'éducation francophone, la valorisation linguistique, identitaire et culturelle, et les programmes et ressources pédagogiques. Sous le palier du personnel éducatif, nous avons le soutien professionnel à l'éducation francophone, ainsi que le programme de bourse individuelle pour enseignants qui est géré par le ministère de l'Éducation et de la Garde d'enfants. Nous allons maintenant passer en revue ces initiatives une par une. Veuillez noter que toutes ces informations sont également disponibles sur notre site Web. Au fur et à mesure que nous passerons en revue les initiatives, veuillez noter que les activités mentionnées ne sont que des suggestions. Il peut y avoir d'autres activités qui s'alignent avec les objectifs de l'initiative, même si elles ne sont pas explicitement énumérées ici. Cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas admissibles. Tant qu'une activité soutient l'initiative en question, le financement peut lui être attribué. Des exemples d'activités favorisant la promotion et vitalité de l'éducation francophone
inclut la promotion du système francophone, l'utilisation des médias traditionnels et numériques pour la mise en œuvre du bilinguisme et de la qualité éducative, la valorisation des services éducatifs, les partenariats avec les parties prenantes, le recrutement et fidélisation des élèves et les journées portes ouvertes. Ici, l'indicateur de rendement que nous utiliserons pour mesurer cette initiative dans nos rapports au gouvernement fédéral, c'est le nombre d'élèves inscrits au programme francophone de MA12. Cet indicateur sera fourni par le ministère. Il n'est donc pas nécessaire d'inclure cette donnée dans les rapports. Des exemples d'activités favorisant la valorisation linguistique, identitaire et culturelle incluent la maternelle à temps plein, les activités préscolaires pour les 0 à 5 ans, les activités jeunesse, donc culture, sport, leadership, les plans de cheminement linguistique et culturel, les camps d'été et rassemblements et le renforcement des compétences langagières. Ici, les indicateurs de rendement que nous utiliserons pour mesurer cette initiative sont le nombre d'élèves inscrits dans les programmes préscolaires, incluant la maternelle à temps plein, ainsi que le nombre d'activités, donc les regroupements culturels, de leadership, sport, camps d'été, etc. Des exemples d'activités favorisant les programmes et ressources pédagogiques incluent les appuis en programmation pour la réussite des élèves, les ressources pédagogiques et interactives pour la 7e à la 12e année, les outils et programmes d'évaluation des apprentissages. L'indicateur de rendement que nous utilisons pour mesurer cette initiative, c'est la proportion d'élèves dont les résultats aux examens du diplôme de 12e année atteignent le niveau acceptable ou plus élevé en français. Comme pour la première initiative, cet indicateur sera fourni par le ministère. Il n'est donc pas nécessaire d'inclure cette donnée dans les rapports. Finalement, des exemples d'activités favorisant le soutien professionnel à l'éducation francophone incluent le recrutement d'enseignants et de spécialistes francophones, le soutien professionnel, donc en psychologie, santé mentale, etc., et le perfectionnement professionnel et soutien à la recherche en éducation. Les indicateurs ici de rendement que nous utiliserons pour mesurer cette initiative sont le nombre de membres du personnel embauché, l'équivalent à temps plein du personnel spécialisé et le nombre d'activités de perfectionnement professionnel. Comme je l'ai mentionné plus tôt, toutes ces informations sont disponibles sur notre site Web. Vous pouvez consulter la page Rapport sur les fonds réguliers du PLOE pour voir une liste d'exemples d'activités admissibles sur chaque initiative. Lorsque vous planifiez l'allocation des fonds réguliers, cette page peut être un outil très utile si vous cherchez des idées sur la façon d'utiliser les fonds ou si vous avez déjà utilisé les fonds et souhaitez déterminer sous quel palier ou initiative l'activité peut être déclarée. La dernière partie de notre présentation aujourd'hui concerne les exigences en matière de rapports et échéanciers. Tous les fonds du PLOE que nous recevons du gouvernement fédéral doivent faire l'objet d'un rapport. Les rapports que vous nous soumettez au plus tard le 15 septembre pour l'année précédente sont révisés. Nous les validons tous et il arrive que nous vous demandions des précisions ou des compléments d'information. Ces demandes visent à nous assurer que lorsque nous regroupons l'ensemble de vos rapports dans un rapport provincial, nous fournissons au gouvernement fédéral toutes les informations exigées dans le cadre de l'entente bilatérale et du protocole. Nous faisons de notre mieux pour simplifier ce processus pour vous, mais certaines informations doivent impérativement être transmises au gouvernement fédéral. Comme mentionné dans nos communications précédentes, les formulaires d'engagement ne sont plus requis. Nous savons que plusieurs autorités scolaires utilisaient ces formulaires pour planifier l'allocation de leur financement du PLOE. C'est pourquoi nous avons déjà mis en ligne le gabarit du formulaire de rapport pour l'année suivante, 2025-2026, sur notre site Web. Vous êtes invités à utiliser ce formulaire dès maintenant pour appuyer votre planification. Cela pourrait également faciliter les exigences en matière de rapport en fin d'année, surtout si vous le remplissez au fur et à mesure de vos activités. Sur ce diapo, il y a quelques dates importantes pour l'année en cours, 2024-2025. En janvier 2025, il y a eu le versement du premier paiement représentant 80% du fonds aux bénéficiaires du financement dont le formulaire de rapport 2023-2024 a été approuvé.
Ce paiement a eu lieu en janvier et non en novembre, car le plan d'action devait d'abord être finalisé. Le 30 juin, c'est la date limite pour dépenser les fonds réguliers alloués pour cette année en cours, 2024-2025. Le 15 septembre, c'est la date limite pour soumettre les rapports pour 2024-2025. Et en octobre, il y aura le versement du deuxième paiement représentant 20 des fonds aux bénéficiaires du financement dont le formulaire de cette année, 2024-2025, a été approuvé. La planification pour l'année 2024-2025 a été beaucoup plus condensée qu'auparavant, simplement parce que nous étions en pleine négociation du protocole et de l'entente bilatérale. À l'avenir, voici l'échéancier que nous visons. Il est également disponible sur notre site Web. En avril-mai, on l'a fait déjà, nous publions le financement affecté à chaque autorité scolaire ainsi que les documents de planification, donc les formulaires, les gabarits, etc. Et le 15 septembre, c'est la date limite pour soumettre les rapports de l'année scolaire précédente. Avant la fin de l'année scolaire, vous pouvez soumettre vos rapports plus tôt si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire tout de suite si c'est déjà complété. Cela nous permet de commencer la validation pendant l'été et il n'est pas nécessaire d'attendre septembre. Octobre, c'est la période ciblée pour le versement final représentant 20 du financement de l'année précédente. Et novembre, c'est la période ciblée pour le premier versement représentant 80 du financement de l'année en cours. Et cela conclut notre présentation d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant ou à nous contacter par courriel. Encore une fois, un grand merci pour votre attention.